Lénaïque Monnier, bonjour Lénaïque. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'étau se resserre donc autour de Kiev, la capitale ukrainienne. Des chars russes sont arrivés à la lisière nord-est de la ville hier, alors qu'auparavant, ils étaient dans les faubourgs nord et ouest. Bonjour François Delabarre. Bonjour. Alors vous êtes toujours à Kiev, où vous avez constaté cette avancée, cette percée de l'armée de Vladimir Poutine. Oui, alors les combats se rapprochent. Tout ce qu'on peut faire, c'est entendre. C'est ce que nous a dit Alexei, qui travaille dans une école maternelle au nord de la ville, qui a été transformée en centre logistique pour distribuer les vivres, les nourritures, les médicaments pour les enfants. Il nous a montré l'impact d'un missile russe tombé à 500 mètres qui a fait 3 blessés. Ça se trouvait au quartier nord de la ville, donc à la lisière de la forêt, d'où partent des tirs d'artillerie de l'armée ukrainienne. Et là où des journalistes ont constaté hier qu'il y avait aussi des tirs russes. Maintenant que les Russes sont installés à Gostomel, on peut imaginer qu'ils tissent leur toile à partir de cette position pour gagner la ville par le nord, ce qui n'est pas encore fait, mais ils se rapprochent. François, sous vos yeux, depuis plus de 2 semaines, Kiev est une ville qui se dépeuple. La ville a perdu la moitié de sa population en 2 semaines. Mais ceux qui restent, ils veulent continuer à vivre le plus normalement possible. Et ça va peut-être paraître à nos éditeurs complètement hors sol. Mais vous avez vu des gens se marier. Oui, on l'a vu plusieurs fois. Et toujours dans le même quartier, dans le nord de Kiev, hier, on est tombé sur une barricade qui était vraiment très grande, qui faisait 2 mètres de haut, avec du mobilier urbain, des matériels de chantier, des jantes de voiture. Il y avait plein de trucs qui étaient mêlés sur cette barricade. Et là, un mariage. Donc une femme qui portait un treillis, et par-dessus, elle portait une capine de fourrure. Sur la tête, elle avait un diadème, une voilette bleu pâle, et puis elle portait un bouquet de tulipes offert par les combattants. Donc c'était un peu surréaliste, mais en même temps, ils nous ont dit qu'ils voulaient profiter de la vie, qu'ils s'étaient rencontrés il y a 15 jours et qu'ils avaient pris cette décision comme ça sur un coup de tête. Et son mari nous a expliqué que ses 2 filles étaient à Mariupol et qu'ils n'avaient aucune nouvelle depuis plusieurs jours. Ça, c'est une constante ici. Les gens sont très inquiets pour les habitants de Mariupol dont ils n'ont pas de nouvelles. Merci beaucoup François Delabarre pour votre témoignage ce matin. François Delabarre, grand reporter à Paris Match. On a hâte de voir la photo. Oui. En parallèle, Lénaïque, les 27 réunis en sommet à Versailles continuent de chercher une issue diplomatique. Hier, ils se sont mis d'accord sur le fait d'approfondir la relation avec Kiev, mais excluent l'idée d'une adhésion rapide. Et ce matin, pour la 2e journée de ce sommet, ils vont se recentrer sur la souveraineté énergétique et militaire de l'Union. Carole Ferris, c'est la question du financement qui sera au cœur des débats. Oui, le défi de la France aujourd'hui, ce sera de convaincre tout le monde de mobiliser les moyens nécessaires pour assurer cette souveraineté, avec une priorité sur la défense. Il faut voir quels sont les besoins au niveau européen, qu'est-ce qui nous manque, qu'il faudra acheter tous ensemble. Mais il faut trouver également le bon outil de financement. Pendant le Covid, par exemple, c'est la Commission européenne qui a emprunté pour redistribuer ensuite des subventions aux pays membres. Là, l'idée serait plutôt que la Commission emprunte pour tout le monde, afin d'avoir potentiellement des taux intéressants, mais que chaque pays ensuite se débrouille pour rembourser lui-même. Un emprunt mutualisé d'environ 200 milliards d'euros. Quel que soit le levier utilisé, il faudra convaincre tout le monde, et on le sait, certains pays sont nettement plus frileux à dépenser à tout va, ceux qu'on appelle les frugaux, sauf qu'ils pourraient faire partie de ceux qui en auront le plus besoin. L'Allemagne, par exemple, doit construire un port méthanier pour moins dépendre du gaz russe. D'autres envisagent la construction de gazoducs. Bref, il faudra mettre tout le monde d'accord, mais les planètes sont plutôt bien alignées, nous confiait un proche du dossier. Les précisions de Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1. Il est 7h04 dans le reste de l'actualité. La Corse s'est de nouveau embrasée hier soir. Plus d'une semaine après la tentative d'assassinat d'Ivan Colonna à la prison d'Arles, et alors que le militant nationaliste est toujours dans le coma, les échauffourées continuent entre manifestants et forces de l'ordre dans les principales villes de l'île. Et c'est notamment le cas à Ajaccio, où vous vous trouvez ce matin, Stéphane Burgat. Oui, effectivement, les grenades de désencerclement des CRS ont résonné jusque tard dans la nuit dans un petit jeu du chat et de la souris autour de la préfecture, avec des jeunes cagoulés pour la plupart qui essayaient de les atteindre en leur jetant des bouteilles en verre. Il y a eu au moins 5 interpellations ici, des jeunes hommes, des jeunes femmes également, âgées autour de 20 ans environ, quelques blessures légères parmi eux. Des débordements qui restent tout de même de moindre envergure comparé à la nuit précédente où, on le rappelle, il y a eu un départ d'incendie suite à une intrusion dans le palais de justice d'Ajaccio. La température qui est plutôt montée hier soir à Bastia et surtout à Corté, dans le centre de l'île, où on rapporte des jets de cocktails Molotov contre la sous-préfecture. Ce que demandent les nationalistes, qu'ils soient militants ou représentants politiques, comme le président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni, qui s'est entretenu d'ailleurs hier avec Jean Castex, c'est notamment la levée du statut de DPS, de détenu particulièrement
régulièrement signalé des 2 autres membres du commando Erignac, ce qui permettrait leur transfèrement vers une prison de l'île de Beauté. Merci Stéphane Burgat, en direct d'Ajaccio ce matin pour Europe 1. Alors, en toile de fond de cette flambée de colère en Corse, le débordement des nationalistes modérés par la frange plus radicale. Ce sera le thème de l'édito de Catherine Ney tout à l'heure à 8h35. La Corse qui ne s'est pas invitée au débat hier soir entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Non, ce sont d'autres thèmes qui ont été développés. La guerre en Ukraine, bien sûr, mais également l'immigration, les retraites ou encore l'écologie. Alexandre Chauveau, débat musclé entre les deux candidats. Dès le début du débat, la première attaque fuse du côté de Valérie Pécresse. Quand on est sous influence de Poutine, on ne peut pas se dire patriote. Et c'est pour cela, Monsieur Zemmour, que vous êtes décrédibilisé pour présider la France. La candidate des Républicains accusée ensuite par Éric Zemmour de manquer de conviction. En vérité, vous n'êtes qu'une technocrate, une gestionnaire. Alors, la politique vous échappe, parce que la politique, c'est avoir des convictions que vous trahissez sans cesse depuis 15 ans. Vous avez quitté le parti LR parce qu'il était trop à droite au temps de Monsieur Wauquiez. Non, et maintenant, vous dites, vous êtes dans votre discours plus à droite que lui. Le débat vire parfois au combat de catch, comme cet échange sur la faisabilité de l'immigration zéro voulu par Éric Zemmour. Tout est bidon chez vous, Madame Pécresse, dans la lutte contre l'immigration. Mais c'est vous Quand qui vous êtes dites, bidon. attendez, vous n'arriverez pas à faire l'immigration zéro. Parce que vous êtes un idéologue, parce que vous n'êtes pas dans le concret, parce que vous ne voyez pas la réalité, où on a besoin d'une immigration de travail dans certains métiers et on a besoin de ramener les clandestins chez eux. Valérie Pécresse s'est montrée particulièrement offensive. Éric Zemmour a lui voulu souligner les incohérences supposées de son adversaire. Les deux candidats en difficulté dans les sondages n'ont plus qu'un mois pour convaincre. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Dernier jour masqué pour des millions d'écoliers français. Lundi, ils ne seront plus obligés de porter un masque ni dans les salles de classe, ni dans les couloirs. Ils pourront même de nouveau pratiquer le sport en intérieur. En revanche, si un cas positif au Covid est recensé, il sera recommandé aux élèves de le remettre en intérieur pendant 7 jours. Allez, on termine avec le football. Rien ne va plus au Paris Saint-Germain après son élimination de la Ligue des Champions. L'UEFA a ouvert une enquête sur le club. Son président, Nasser El Khelaifi, et son directeur sportif, Leonardo, sont visés. Cyril de la Morinerie, les deux hommes étaient furieux contre l'arbitrage et ils sont complètement sortis de leur gonds. Oui, Nasser El Khelaifi ainsi que Leonardo auraient perdu leur nerf mercredi soir au stade Santiago Bernabéu. Selon plusieurs témoins, le président du PSG, accompagné de son directeur sportif, ont voulu rejoindre le vestiaire des arbitres dès le coup de sifflet final. La télévision espagnole Movistar prétend que Nasser El Khelaifi était dans une telle colère qu'il aurait hurlé dans les couloirs et brisé le drapeau de l'arbitre en deux. Une scène filmée par un employé du club madrilène. Selon plusieurs sources, le président du PSG aurait frappé la main du vidéaste pour l'empêcher d'enregistrer, puis l'aurait menacé verbalement, ce que l'entourage de Nasser El Khelaifi dément. Le calme est ensuite revenu, mais l'UEFA ne veut pas en rester là. L'instance a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire contre les deux dirigeants du PSG. Une enquête va être menée pour déterminer si les faits sont avérés. Une très mauvaise semaine, en tout cas pour Nasser El Khelaifi, qui en plus d'être poursuivi par la justice suisse, est désormais dans le viseur de l'UEFA. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Merci Lénaïque, on va vous retrouver vous tout à l'heure.